Je vous rappelle que nous sommes en train de lire les versets qui succèdent à la mort de Hevel et la punition que Caïn reçoit de devenir un être électron. Un concept nouveau, c'est qu'il passe sa vie à être Boné Harim, un constructeur de ville qui n'habite pas. Il est condamné à être un nomade. Il n'y a absolument aucune espèce de sédentarité pour notre ami Caïn. Et le texte, verset numéro 17, on va pas faire beaucoup de versets aujourd'hui, on va les analyser de façon très forte, Bezat Hashem. Donc le texte de verset numéro 17 nous dit la chose suivante: Vayeda Caïn et Ishto vata'a vateled et Chanor. Caïn a, comment dire, a conçu un enfant avec son épouse, elle est tombée enceinte, vateled et Chanor, et ils ont engendré Chanor. Vaï Bonéir, Vaïkra Shemaïr Keshem Ben Chanor. On avait expliqué que Caïn devient constructeur, promoteur immobilier, il construit des villes, Vaïkra Shemaïr Keshem Ben Chanor, et il va nommer la ville qu'il a construite Bonéir du nom de son fils Chanor, du nom de son fils Chanor. Donc il s'appelle Chanor, le fils, et d'un coup la ville va prendre le nom de son fils. Ouais. C'est comme si Donald Trump appelait ses buildings Trump. Il a un fils, ouais, ou bien qui s'appelle Chris, et il appelle tous ses buildings, il s'appelle Chris. Ouais. C'est ça qui se passe, on va essayer d'analyser ce qui se trame ici. Je fais une première lecture de tous les versets jusqu'au 22 pour avoir une vision globale des versets, et ensuite on va repénétrer le texte. Le texte verset numéro 10 nous dit la chose suivante: Vaïvaled le Chanor et Irad. Est né à Chanor un enfant qui s'appelle Irad. Irad Yalad et Mechouyael. Et Irad a enfanté Mechouyael, c'est son nom. Ou Mechiael Yalad et Metushael. Et Mechiael, donc lui, a enfanté Metushael. On a une chaîne qui est en train de se mettre en place, chaîne de génération. Ou Metushael Yalad et la mère. La mère donc est née de Metushael. Je continue les textes. Vaïkarlo l'émer. Donc l'émer va se prendre Shtenashim, deux femmes. Shem ha'achat Aada et Shem ha'shenit Tzila. La première s'appelle Aada et la deuxième s'appelle Tzila. C'est bon jusque-là? Je continue. Vateled Ada et Yaval. Donc Ada va avoir comme enfant Yaval. Wow, je pense à un truc. Je vous dirai tout à l'heure. Incroyable. Je pense à un truc génial. Vateled Ada et Yaval. Donc Ada va avoir comme enfant Yaval. Ou Aya Avi Yoshev Oel Omikne. Il était la souche, père de ceux qui sont Yoshev Oel Omikne, qui habitent dans Oel Omikne, dans des tentes ou Mikne, et qui conduisent des troupeaux. Ouais. Donc ça c'est la profession de monsieur Yaval. Veshem arrive Yuval, ou Aya Avi Kol Tofes Kinan Verugav. Le nom du frère de Yaval était, comment dire, de son frère était Yaval, donc c'est le deuxième enfant. Celui-ci fut la souche de ceux qui manient la harpe et la lyre. Kol Tofes, qui saisit, Kinor, une harpe, Verugav, une lyre. Ce sont des instruments de musique. Ve Tsila Gamhi Yalda et Tuval Caïn. Maintenant, Tsila, elle aussi, a eu un enfant qui s'appelle Tuval Caïn. Lotesh kol choresh nechoshet ou barzel, c'est-à-dire une personne qui façonna toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer. Achot Tuval Caïn Naama, et la sœur de Tuval Caïn s'appelle Naama. Ce qui donne dans ce tableau multicolore sponsorisé par l'industrie Stabilo Boss, on a Caïn qui a un fils qui s'appelle Chanor, vous voyez le tableau, qui ensuite a un fils qui s'appelle Irad, qui a ensuite un fils qui s'appelle Mechouyael, qui lui-même a un fils qui s'appelle Metushael. Metushael a un fils qui s'appelle Lamer. Et à ce moment-là, Lamer, avec ses deux femmes, je ne l'ai pas mentionné ici, donc Tsila et Ada, va avoir 4 enfants, 4 gosses. Le premier s'appelle Yaval, ensuite il y a Yuval, ensuite il y a Tuval Caïn, ensuite il y a Naama. Naama est important parce qu'on va la retrouver. Qui est Naama? Qui est Naama? C'est des gens bien, ça. Il est bon, lui.
J'ai rompu à toutes les techniques d'entretien. J'adore. Khazak. Naama, Naomi, tu vois. Quoi, la femme de Noir? Oh, la femme de Noir. Non, mais c'est la femme de Noir. Ouais. Donc, elle va jouer un rôle important. Bon, alors regardez. Ça, c'est le passage en gros. Est-ce que vous avez, avant de pénétrer Rachi et Hirsch, est-ce que vous avez des questions à poser? Une petite remarque et j'attends vraiment vos remarques. Au 18, il y a... Attends, vas-y, ouais. Au 18, il y a... Rappelle-moi ton prénom. Stéphane. Steph, ouais, Stéphane. Il y a Mirou au début et après il a appelé Meriaël. Excellente question. Il s'appelle Mechouyael ou Mechiael? Comment? Il a changé lui-même. Il a changé lui-même? Mais quoi, elle était civile, c'est quoi l'idée? Il a voulu un petit peu franciser le nom, genre... Ben Soussan, c'est pas très très il, on va faire... Bensou, Bansou, Monsieur Bansou, ouais. C'est quoi l'idée? Alors, rajouter le... C'est des passifs. Comment? Le passif à actif. Passif actif, très juste. Elle connaît ses règles de grammaire, il y a un passif actif, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ouais. Mais c'est le même bonhomme. Très bien, première remarque, c'est bon, elle est validée ensuite. J'avais une question sur avant, mais bon, ça va faire avant. Pourquoi il écrit Bailly? C'est négatif qu'il ait fait ce métier alors que finalement on avait dit que c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Ouais, alors c'est quand même une déchéance. C'est un pis-aller. Il était dans le domaine de l'agriculture et puis maintenant il se retrouve, ce fut un créateur de... Et ça veut pas très dire bon. que par rapport à ce qu'on lui a laissé comme opportunité, c'est un peu comme s'il avait choisi la plus bonne chose qu'il pouvait. Je sais pas quelles sont les opportunités qu'il a. Je sais pas, possible. Non. J'ai pas souvenir que celui-là il est traité par la Gemara. Hein. La Gemara dans le Megillah, auquel tu fais référence. Masoret, mi anshik neset agdola bechol makom shekatuv. Vaï, la chante Sahar. Vaï introduit toujours quelque chose de catastrophe, quelque chose de douloureux. Alors, en fait, c'est cette Gemara qu'elle fait référence. Et elle veut essayer de voir quelle est la dimension délicate. Alors, la Gemara a plein de preuves. Ouais. Vaï bayamashmini. C'est une contre-preuve, ça. C'est-à-dire que la Gemara dit comment tu veux dire que c'est grave. Alors, vaï era vaï boker yom echad. Lorsqu'Hachem a créé le monde, c'est magnifique. Pourquoi tu disais non, pas du tout. Tu vois qu'Adam, il a tout cassé. Adam et Chava. Ah, et vaï bayamashmini. Érection du Mishkan, du sanctuaire. Vaï bayamashmini, le jour le plus incroyable de l'existence. On fait venir Hachem sur le comment dire, dans le monde. Réponse de l'Egmara, Nadavaviou. Nadavaviou vont mourir. Donc tu vois bien que l'événement le plus ultime, boum, est accompagné de la tragédie la plus incroyable. Vaïdom Aaron. Aaron, il sait qu'il ne peut pas faire, ses deux enfants sont morts. Donc tu vois bien que Vaïi introduit toujours quelque chose de terrible, et c'est la raison pour laquelle le texte nous dit Vaïi bima Achashverosh, et ce fut à l'époque de Achashverosh, ou Achashverosh Amolé Amodou Vatkush. Donc, ça, c'est cette remarque qui a été faite à partir de cette Gemara, mais de mémoire, il faudrait que je vois, je crois que c'est Dafioud, dans Megillah. Alors, j'ai pas l'impression que la Gemara amène ce verset. Ouais, mais je pourrais toujours trouver quelque chose, une embrouille, il y a toujours un problème a priori d'après cette massorette. Ouais. Maintenant, première remarque, donc j'accepte Metsuel. Ensuite. Stéphane. La femme de Caïn, on ne savait pas qu'elle existait avant. On ne l'avait pas mentionné. Enfin, on ne savait pas qu'il y avait d'autres femmes que la famille. Que Chava? Non, que Caïn et Abel, je veux dire, au début. Enfin, je veux dire, d'où elle vient la femme de Bah, c'est la fille de Tila. Tila, c'est la femme de Lémer. Reprends Lémer, j'ai oublié de vous marquer, mais il a deux femmes. Où ça? Tila, il a. Non, je parle de Caïn. Ah ben. Etishto, comment elle s'appelle? Je sais pas. Ni celle de Chet, ni celle de Evel. Evel, il n'est pas resté longtemps. Mais Chet, je sais pas comment elle s'appelle. D'accord. Ouais. C'est une bonne remarque. Pourquoi on les nomme pas? Ouais, pourquoi c'est. Pourquoi donc la question que tu pourrais poser, c'est très juste. Ouais. Pourquoi Nahama est nommée alors que les autres femmes ne sont pas nommées? Ouais, ce n'est qu'une lignée masculine finalement. Les femmes sont laissées laissées pour compte. Ouais. Donc ça, c'est ce qui se trame ici, comment dire, au niveau comment dire des choses. Donc je retiens deux questions pour l'instant. Pourquoi il y a un changement de nom Mechouyael à Mechiel, primo. Secondo, je retiens une question. Pourquoi finalement la seule femme dont on parle, à part Chava, c'est Nahama? Ouais. Donc pourquoi avoir tué les autres femmes? Très bonne question, ouais. Elle va cette question ou pas, Odélia? Ok, tu valides. Ensuite, Odélia. J'ai une question, mais en fait, pourquoi il écrit à chaque fois Vateled et pour Hamor, c'est Vaïvaled? Tsuyan, ça c'est une très belle question. Et c'est la seule fois dans la Torah où c'est marqué Vaïvaled. Partout c'est Vateled, ou Holid, on verra, Vavram Holid et Titzrak, Holid. Et là, c'est une exception Vaïvaled. Alors, littéralement, c'est. Bon, ils ont dit n'importe quoi, comme d'habitude, Hanor devint père d'Irad, c'est pas Vaïvaled.
il lui a été né, on pourrait dire. Excusez-moi le barbarisme, mais c'est un passif de l'imparfait du subjonctif antérieur. Je sais pas comment. Vaïvaled, littéralement, il lui est né, on va dire. Il lui est né Irad. Ouais. Tandis que les autres cas, c'est Yalla. Très bonne remarque. Razak, ensuite. Netanel, faut pas être. Pas peur. Défonce le texte, quoi. C'est pas que t'as été scotché par une question que. Non. Alors. Sur les femmes de la Mecque, pourquoi il dit une première Non, c'est pas la Mecque, hein, c'est les Mecs, mon Dieu. Tu t'es trompé de paroisse. Ah, non, c'est parce que je disais en français. Ah oui, il disait les Mecs, la Mecque, C'est ouais. pour ça. Non, Mohamed, il n'existait pas encore, non. Ah, pourquoi il dit- La Mecque, la Mecque. pourquoi il dit qu'il y a une première et une deuxième, mais il dit pas qu'il a deux femmes et il les nomme. Oh, joli. Ah, il y a du level ce soir, qu'est-ce qui vous arrive? Non, je Je sais pas. Non, ça progresse bien, c'est bien, ça progresse bien, c'est génial. Donc, quel est le mère Shtenashim? Il a pris les mères Shtenashim, Shem Achat, Ada Shem. Pourquoi il s'est marié de femme, qu'est-ce que t'as besoin? Ou bien il s'est marié avec Ada et Tzila. Pourquoi t'as besoin de décomposer les choses? C'est vrai que c'est assez lourd. Khazak, ensuite. En fait, faites des remarques aussi prenez un peu de recul, essayez de vous poser des questions, quoi. Mettez-vous dans la peau d'un professeur de français qui prend ce texte, ouais, que doit présenter aux élèves. C'est bizarre de répéter à chaque fois le prénom, Irad. Alors, tu dis les répétitions Etirad ve Irad Yadad sur Khad Gadia. Ouais, le côté Khad Gadia, ça veut dire il a fait. Ouais, il y a une certaine pesanteur de la généalogie, on essaiera d'expliquer, c'est juste. Ouais, très juste. Ensuite. C'est écrit Vateled pour Yaval et pas pour Yuval. Alors. Là, il y a un œil Google qui commence à attraper Vateled Adda Atiaval Ouaya Avi Yoshev Oalim, Veshem Achil Yuval Ouaya Avina, Tilagam Iyalda, quel est le problème? C'est qu'il n'y a pas. Vateled Ada Yuval et ensuite sur Yuval. Etiaval et Yuval. Oui, il n'y a pas écrit Vateled pour Yuval. Mais c'est un facteur. Vateled Ada Etiaval Ouaya, Veshem Achil Yuval. Sur, Elle a enfanté Yaval, petite parenthèse, major à Polytechnique, et Yuval, petite parenthèse, il est saint. Donc c'est pas ça, désolé, je la retiens pas. le, te- vas-y. Il y avait Stéphane. Le texte, il dit pas ce qu'il faisait Irad et Merhoudel. Alors, la première fois, très juste. Lorsqu'on parle de profession, apparemment, ça ne nous intéresse pas ce que faisait Irad et Elle. Les professions qui intéressent, c'est les enfants de les mères. Pourquoi on a un regard comme ça de DRH qu'à partir de les mères et pas avant? Ouais, très juste. Très très juste. À partir du moment où on a les mères, Ouais. on voit que lui, il a pris pour lui. Donc, il y avait Carlo, il a pris pour lui. Ouais. Et on a l'impression qu'après, du coup, c'est plus lui qui engendre, mais à chaque fois, c'est la femme. Non, c'est pas sympa ça. Parce que c'est la remarque que j'ai faite en vous lisant, c'est là où je me suis arrêté. Je voulais vous la présenter comme ça dans le plateau, mais bon, c'est pas grave. Non, génial, extra. Il y a quelque chose qui est bizarre ici. C'est de façon générale, bien que ce ne soit pas les hommes qui enfantent, mais la filiation se fait par Hanor, il a eu Irad. Et Irad, il a issu. Et les femmes, elles ne comptent pas là, ici. Puis d'un coup, ouais, on assiste dans le cas de l'émère à une centralité de la femme. C'est plus l'émère qui a eu Yaval, Yuval, et comme vous le voyez dans le schéma, d'ailleurs, le schéma il est un peu. Il n'est pas faux. Mais ce que dit la Torah, c'est pas les mères. Il faut mettre les femmes ici. Je vous l'ai mis juste pour respecter la chose. Les mères, comment dire, tout se passe comme si ce n'est qu'un père biologique. Mais c'est Ada et Tzila qui donnent ces 4 personnes. Et c'est une anomalie par rapport aux choses. Donc ça, c'est, il faudra rendre compte pourquoi chez les mères les choses changent. D'accord? D'accord ou pas? Maintenant, je dis qu'elles changent chez les mères et pas l'inverse, parce qu'on verra plus tard qu'à chaque fois les généalogies, c'est toujours par le père. Ouais, ça veut dire que Reuven, Shimon, Lévi, Reuven, il a eu la digression, c'est que le nom est donné par le père, donc en fait, comment dire, ce qui nous intéresse, c'est pour remonter la souche, alors on va prendre le père. Ça intervient, mais ça veut dire qu'au niveau du nom, la paternité, ben, ça passe, enfin, le nom passe par le père, donc en fait, c'est toujours le père qui intéresse, non pas parce qu'on va mettre de côté. Mais là, apparemment, tout se passe comme si la mère a été dépossédée de ce nom. Donc ça, c'est, comment dire, la difficulté à, comment dire, à comprendre. Extra. Ensuite,
Bon, ouais, on voit ils ont tous eu un seul enfant, sauf c'est à partir de les mères. C'est ça. Donc il y a une loi mathusienne avant, ouais, comme en Chine, un enfant par couple. Et là d'un coup, boum, baby boom, au niveau des trucs. Très juste. Très très juste, c'est une bonne remarque. Très très bonne. Ouais. Bon alors tu peux dire, ben voilà, comme ça. Rien. C'est à partir de ce moment-là où ils peuplent la Terre. Ouais, c'est qu'à partir de... Apparemment, parce que là, ils sont dans un one-to-one. Ouais. Donc il y a juste un maintien de l'existant. Quoique non, parce qu'Adam et Rava, ils avaient eu 3. Caïn et Abel. Enfin, Et Eve, ça. 3. Non, 3. Caïn, Aval et Chet. Au bout du compte, il ne reste plus que Caïn et Chet. Ouais. Maintenant, sur ces deux, ben, alors Chet, on verra la semaine prochaine la souche de Chet. La souche de Chet. Je suis passé chez Sof, ouais. Donc on verra la souche de Chet et on verra que les noms sont, particulièrement, comment on dit, ressemblants. Il y aura un Hanor, il y aura un Lémer, il y aura un truc. C'est-à-dire que dans l'autre souche de Caïn, on retrouve des noms similaires. Comme si les cousins n'arrivaient pas à s'appeler autre chose que Lémer, Mechouyan, ainsi de suite. On verra, donc, il y aura, on essaiera d'emboîter les deux puzzles et c'est de comprendre qu'est-ce que veut dire le texte. Mais ce sera mieux une fois qu'on aura eu une lecture très claire de ce qui est marqué ici. D'accord? C'est de la mère ou de la mère? C'est de la mère. La mère, les mères. Tantôt comme ça, tantôt comme ça. Je ne sais pas répondre à cette question. La mère, les mères, je ne sais pas. Ça dépend de l'état, non? Mais, non, c'est vrai, oui, mais tu vas prononcer la mère ou les mères? Quand tu es dans la Torah, c'est la mère, c'est écrit. Ouais, la mère. C'est pas écrit les mères. Si. Bah, il y a les deux. Ça dépend. Il y a être la mère, et ensuite avec Carlo les mères. Bah oui, c'est à cause du soft pasouk. Mais alors quoi, je connais pas cette langue. Si ça devient non. Quoi? Oui, parce que là, On change. En Ashkenaz, tu diras la mère et les mères aussi. Oui. Et pourquoi on change? Ah, je crois que c'était à cause des tamis, non? Je sais pas. Mais pourquoi le terme va faire changer le nom de la personne? Bah, parce que le. Non, je sais pas. C'est-à-dire que s'il est en fin de passion qui s'appelle Avraham, s'il est en début de passion qui s'appelle Avroum, c'est quoi l'idée? Non, je comprends pas, je comprends pas. Je connais pas, je sais pas. Je sais pas, c'est un constat. Comment? Je sais pas s'il y a une règle. Ah, tu dis c'est en soft pasuk. Je sais pas si ça joue, d'accord, je sais pas. Non, c'est un constat. Enfin, je sais pas. Parce que quand... Est-ce que c'est le soft pasuk, la fin du pasuk qui C'est joue? pas en fonction de la place ou. Enfin, Je sais pas. Némi par rapport à. Je sais pas. Ravirch ne dit rien là-dessus. Ouais. D'ailleurs, personne ne dit grand-chose sur ces versets à part Ravirch. C'est juste que vous sachiez. Ouais. Donc c'est des raisons pour lesquelles ça vaut le coup de le voir. Ok, très bien. Donc ça c'est bien ça, c'est super. What else? Rabotai. J'en prie, regardez la lignée de la mer. Regardez sa lignée. C'est qui? La lignée de l'élément c'est. Comment? Il y a beaucoup de répétitions, il y a Val, Yuval, Tuval. Oh, c'est ce que j'attendais. C'est-à-dire au niveau onomatopéique, si tu fermes les yeux, tu dis Yaval, Yuval, Tuval, Caïn, ça ressemble. On est dans un système de ressemblance. Ouais. Sauf Naaman, elle m'a fait exception. Donc qu'est-ce qu'elle fait ici? Chercher l'intrus. Yaval, Yuval, Tuval, Caïn et boum, ouais. C'est une fille, les autres, c'est des garçons. Ouais. En tout cas, les garçons gravitent tous autour de la racine Yaval, Yud, Bet, Lamed. Yiboul, ouais. Donc apparemment, il y a quelque chose à exploiter par rapport à ça. Très juste. Extra. Ok. Anything else? Pas souvent, j'ai une question, mais ça n'a pas de rapport avec la lumière. Vas-y. Dans le 21, il y a écrit Waya agricole, etc. Et dans le 22 aussi, c'était agricole. Et dans le 20, il n'y a pas col. Dans la traduction, ils ont traduit de la même manière, mais. Ah. Non, c'est pas très bien. Wayai Avi Yoshev Oel Mikne. Il était donc le père, la souche, des gens qui habitent sur les tentes et conduisent des troupeaux. Et Waya Avi Kol Tofeskinon. Pourquoi on ne verrait pas ça comme si que. Ah, de tous ceux. C'est ce que lui il fait. Pas c'est la souche de. La remarque c'est par rapport au col, c'est ça? La question c'est par rapport au col. Maintenant, c'est quoi ta réponse? J'ai pas compris. Non, pourquoi du coup on ne dirait pas que Yoshev ou Mikne ça fait référence à lui et pas à sa ligne. Avi Yoshev. Ah. Il mettrait un point à Qu'est-ce que tu proposes? Je sais où le code. que Yoshev ou Mikne c'est un peu comme si on disait son métier.
dans l'idée que c'était Et non pas et non pas une profession. non, et non pas ceux qui l'ont engendré, quoi. Le type de personne. Alors, juste une précision. Avis, ouais, nous on traduit par père. Mais c'est ici la première occurrence du Av. Le concept de Av, de papa, c'est ici la première occurrence. Caïn et Abel, ils avaient leur père. Non, ils avaient, mais le terme Av Ah, d'accord. intervient pour la première fois dans la Torah, ici. Et on a un principe de Rav Tzadok HaKohen, grand maître de la Chassidoute, qui dit que lorsque tu veux avoir une définition d'une chose, tu regardes sa première occurrence. Sa première occurrence, c'est le petit Robert de la chose. C'est un principe, comment dire, de méthodologie au niveau de l'approche du texte. Donc ça veut dire que la première notion de père n'est pas un père. Le père n'est pas un père biologique. Le premier père de la Torah n'est pas un père. C'est quelqu'un qui crée une profession. Ou Avi, Yoshev, Oel, Mikne. On va essayer d'analyser c'est quoi cette profession tout à fait particulière. Et après, il y a d'autres pères, d'autres créateurs de profession, créateurs de, comment dire, il y a un slogan qui s'appelle créateurs de talent, créateurs de nom, comment on dit. Ce sont des gens qui créent des professions, qui créent une... Pourquoi, créateurs. pourquoi on dirait pas. Enfin, c'est Ouaya Avi. Pourquoi on dirait pas Ouaya Avo? Quoi Ouaya, pardon Avo. Quoi, Dire son Avo? père. Ah, Av. Avi, ça veut dire mon père. Alors oui, mais ça c'est le père D. Ah. Avi Yoshev Oel Mikne. Le père D. On devrait dire Av. Av, ouais. Avis, c'est bizarre, c'est bon. Je sais pas. Ça, je sais pas. Merci beaucoup, José. On recommence à dire les métiers qu'à partir d'un certain. On On quoi commence à citer les métiers seulement à partir d'une certaine génération. Il a dit, je sais plus qui a dit, c'est Stéphane, je crois. Les professions n'interviennent qu'à partir des enfants de la mère. Super. Bon, regardez, vous avez super bien décortiqué le texte, on va commencer les réponses maintenant. Alors, première des choses, un père a un enfant, ouais, et regardez comment c'est extraordinaire, son fils s'appelle Hanor. C'est la première occurrence aussi du Chinour, dont vous avez éduqué. Donc son fils s'appelle éduquer, éducation. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'on entend ici qu'un père qui a un potentiel est en train de voir dans son fils une possibilité de déployer tout son potentiel. Vous avez entendu, le chinour, c'est la faculté de déployer chez l'autre ses talents. C'est le chinour. Première définition du chinour, c'est très important à savoir. Première occurrence, c'est un père qui va essayer de créer une ville. C'est un déploiement de lui-même. C'est une extension de lui-même. Un enfant est une extension de soi-même, et plus qu'une extension, un déploiement de soi-même. Donc c'est la faculté de faire passer quelque chose de potentiel au révélé. Le chinour, c'est une révélation. C'est la première définition du chinour, il faut le savoir. Primo. Second, on a dit qu'il construit des villes et il va appeler son fils, comment dire, du nom de sa construction. C'est-à-dire que d'une certaine façon, comme ça j'ai compris, la ville, ouais, étant l'expression de la création de Caïn, est aussi finalement l'enfant de Caïn. C'est pour ça qu'en fait, il y a une confusion. Il produit deux choses, son enfant et la ville. Donc ça se confond parce qu'en fait, finalement, c'est le déploiement de lui-même. Il se déploie au niveau de sa descendance, mais aussi au niveau de sa construction. Et lorsqu'il y a confusion, ça veut dire que finalement, il cantonne son héritage à une dimension extrêmement limitée, qui s'appelle l'espace. L'enfant est celui qui permet de naviguer dans le temps, et lui, d'une certaine façon, il a amenuisé cette puissance de voyage dans le temps par le fait de construire une ville qui sera amenée à détruire tout pas. C'est ce passage du temps à l'espace. C'est ce que fait ici Caïn, maintenant. Je rajoute une remarque générale par rapport à ces noms. C'est des noms ici, ouais, qu'on ne retrouvera plus jamais, à part dans la souche de Chet. Et si vous ouvrez les Rachis, ainsi de suite, vous verrez qu'il n'y a aucun commentaire. Ce texte est pauvre de commentaires. Et s'il n'y a pas de commentaires, et s'il n'y a aucune indication, ni sur le métier des gens,
Nous n'attrapons cette époque que par le nom des gens. Alors il est possible qu'il faut aller farfouiller dans le nom des personnes pour comprendre ce que veut dire ici la Torah. C'est la démarche de Rav Hirsch qui est proposée ici. Et il s'appuie pour cela, donc c'est une tentative que fait Rav Hirsch, que je vous livre là maintenant. Il s'appuie pour cela sur un commentaire du Midrash Rabbah qui va donner une sorte de grille de lecture des noms donnés ici, que vous voyez. Irad, Mechouyael, Mechiael, Metushael, Lamer, ainsi de suite, Yaval. Alors, il dit de façon catégorique le Midrash, Amar Rabbi Yehoshua ben Nevi, Kol a Shemot, tous les noms que tu vois ici, je donne dans le texte pour ne pas trahir, Chazé Shalom. Rabbi Yehoshua ben Nevi, Bereshit Rabbah, Kaf Gimel Bet, Shekol Hashemota, Ele, Romezim, Al-A, Mered Bashem. Ils sont une allusion d'une rébellion contre le bon Dieu. Les noms que vous voyez ici sont finalement non pas des noms de personnes, oui, c'est des noms de personnes, mais en fait qui sont révélateurs, si vous voulez, d'une volonté de se démarquer du bon Dieu, de se rebeller contre le bon Dieu. C'est finalement l'esprit d'un temps. Ce nom est l'esprit d'un temps. Ouais, c'est ça ce qu'il faut essayer d'attraper. Et si Rabbi Yehoshua ben Levi dit de façon globale ça veut dire qu'on va essayer de comprendre comment cette rébellion s'organise de génération en génération. Vous voyez la démarche de Rav Hirsch ou pas? Et on va donc développer les choses. Et on a dit que Chinour, l'entrée de jeu, c'est la faculté de déployer, de passer de l'état de potentiel à l'état de déploiement. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Tu vas dévoiler le talent de l'enfant, tu vas essayer de dévoiler ses traits de caractère, les talents de l'enfant, ça c'est la première chose. Maintenant, Vayivaled lechanor et Irad, nous dit le texte. Irad vient de Aroud. Aroud, c'est un âne sauvage. Cette recherche de déploiement proposée par le père Caïn bute au niveau de la deuxième génération après Caïn, donc le fils de son fils, bute dans une démarche Yirad qui va s'apparenter au terme de Yered, qui sera un des enfants de Chet, qui est une descente. C'est-à-dire qu'il y a une descente parce que les enfants ne veulent pas, être dans un joug, être dans un chemin. Ils refusent toute forme de joug. Irad est l'individu qui, par définition, est anticulture. C'est le monde de l'anti-chinour. Ça, c'est ce qui se trame au niveau de Irad, et c'est la raison pour laquelle on répond à la question de Odélia. Vaïvaled lechanor. Tout se passe comme si il est victime de la naissance de son enfant. Un enfant qui décide de bafouer toutes les règles mises en place par les parents. Ça, si vous voulez, c'est la première révolution qui intervient au niveau de l'enfant de Chanor. Maintenant, de Chanor. Irad, nous dit le texte, Yalad ed Mechouyael, comme le faisait remarquer tout à l'heure Odélia, Mechouyael vient d'un passif. C'est comme l'imrot en hébreu. Effacé. Et Mahouy. Non, Mahouy, c'est la même racine, c'est effacé, donc c'est c'est le passif. C'est le fait d'être effacé. Mechouyael, vient nous dire Rav Hirsch, indique ici l'idée que la présence d'Akadosh Baruch Hu est effacée. C'est-à-dire, la rébellion du père Irad par rapport au principe qui a été mis en place par Chanor, cette rébellion va engendrer de la part de l'enfant de Irad une déconnexion de toute forme de spiritualité. La présence de Dieu n'est pas présente. Il y a une absence d'une notion spirituelle. Le monde spirituel n'est pas présent. C'est un monde sans éclat. Un monde sans transcendance qui est en train d'accoucher ici. Mais ce qui est intéressant, c'est pour l'instant un stade passif, me dit Rav Hirsch. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de présence de Dieu, il n'y a pas de réceptacle pour accepter Hachem. Mais c'est de façon passive. Et lorsque l'enfant Mechouyael grandit, il devient Mechiael. C'est quoi la différence entre Mahou et Mechi? Mechi, c'est un actif. On est passé du passif à l'actif. Ça veut dire que Mechouyael se met petit à petit lui-même à combattre le bon Dieu. Il naît sans spiritualité et il va venir
combattre la spiritualité. Cet enfant va donner Metouchael, Metou, nous dit Ravi, j'ai de la racine Met qui veut dire c'est fini. Présence de Dieu est partie. Metouchael, et donc il y a d'une certaine façon une cavalcade de descente de père en fils. Nous voyons ça de façon radicale dans les générations qui sont petit à petit assimilées, dans lesquelles la présence du bon Dieu commence à être de moins en moins palpable, et qui va petit à petit amener des enfants, on va dire, hors circuit, et de leur circuit on devient anti-circuit. Ça, on l'avait déjà vu avec Caïn, parce qu'on avait vu que c'était écrit qu'il s'était détourné de la face d'Hachem. Et qu'il était parti, c'est-à-dire complètement à l'opposé de Hachem. C'est un bonhomme qui a fauté. Là on est dans un. Oui, c'est le père de. Donc c'est. Ouais. Il enseigne. Oui, mais voilà, non, cette dégringolade est en train petit à petit de s'asseoir. Est-ce que dans Irad, on peut dire qu'on voit le mot Ir, qui veut dire ville, et Yarad, qui veut dire descente? Magnifique, magnifique. Ce concept de ville, il le dit pas Ravish, mais je pense que c'est tout à fait vrai, parce que Ravish nous a donné cette autorisation de décortiquer le mot. Donc on a une ville, qui est en train, enfin, le concept de ville qui a été mis en place par le Père est en train tout simplement de s'effondrer. Très juste. C'est une descente à partir de l'enfant. Très très juste, je te rappellerai ça la semaine prochaine, quand on parlera de Yered. Parce que le parallèle dans Chet, c'est Yered. Yered, voilà, vous avez un petit peu cette famille de mots. Maintenant, très intéressant, et c'est là qu'on va répondre à la remarque d'Odélia tout à l'heure. Le texte dit Metouchael Yalad et la mère. Et là, c'est génial, le Ravishi dit Shkunada. En allemand, je ne sais pas comment ça donne. Ouais. Alors, il dit là, je ne comprends pas ce que veut dire la mère. Il n'a pas de mashmaut. Il n'a pas d'explication au niveau sémantique. Pourtant, Ravirch, c'est le sommet de la sémantique. Il dit là, j'ai rien à dire. Donc il reste avec copie blanche. Il a rendu copie blanche. J'ai vu tout à l'heure, je peux vous signifier, je peux même vous montrer. Ravirch ici. Copie blanche. Nous ne connaissons pas dans l'étendue de la Torah le sens de l'émer. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le texte dit que notre l'émer se marie avec deux femmes. Et on a été pompeux dans la façon de présenter les choses. Stéphane m'a fait remarquer. Carlo l'émer shtenashim. Il a pris deux femmes. Shama achat Ada et Shama shenit Tzila. Tu avais dit, il s'est marié avec deux femmes. David Tzila, pourquoi tu dis? Là, j'utilise Rashi, petite entorse à notre Hirsch, et c'est de bonne guerre, puisque on a commencé par Rashi. Alors là, nous dit un truc incroyable, le Rashi. La mère prit deux femmes, la première nommée Ada, la première la seconde Sila. Car Ayad Darkan Shel Dorababoul, c'est génial. Dans cette génération du déluge, donc qui vont se faire dégager par Hachem, c'était l'habitude de faire de la polygamie. Voilà la première polygamie de l'histoire. Les gens se prenaient, nous dit Rashi, Achad Leperia, une femme pour la procréation, Verivia, Leperia Verivia, et Achad Letashmish, et une autre pour, comment dire, pour la joie. Zoshi Letashmish, Mashkekos, Akarim. Celle qui est là juste pour, comment dire, le divertissement. Alors on lui faisait boire un verre qui rendait stérile, était aker, de façon à ce qu'elle devienne stérile, ou mekouché peut-être que kala, et elle était toujours, comment dire, maquillée comme une kala, ou ma'achila ma'adanim, elle s'occupait, donc une sorte de, comment dire, de femme à la disposition de son mari, elle s'occupait de donner à manger des ma'adanim, vecha verta neo. Donc ça, c'était la première femme. Une femme pour exclusivement plaisir. Deuxième femme, vecha verta, sa copine, enfin donc sa concurrente, Nezufak Almana, elle était rejetée comme une sorte de veuve. Vezeu sheperesh Yov roe akara lo telev Almana lo yetiv kemo shevraj bagadachelek. Voilà ce qui est marqué ici dans Rashi, et c'est un Rashi assez incroyable, qui veut dire que, attention, c'est une polygamie qui s'est mise en place avec une partition des tâches. La dimension plaisir, la dimension devoir. Et nous précise Rashi, c'est ça qui se passait à la génération du Maboul. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, cette volonté de croire qu'il existe une dichotomie entre le monde du devoir et le monde du plaisir est tout simplement les germes de la faillite d'une génération. Croire que finalement, le monde du devoir doit être quelque chose qui est déconnecté du plaisir est une aberration, et croire que le monde du plaisir peut s'affranchir du devoir est aussi une aberration.
cet essai de polygamie qui a été mis en place ici par les mères va tout simplement échouer. Et c'est peut-être la raison, ce que j'ai en lisant tout à l'heure, pour laquelle, étant donné que les mères n'est pas une tsura, c'est-à-dire n'est pas une image d'un homme accompli, puisqu'il n'arrive pas à conjuguer le monde du devoir et le monde du plaisir, il est obligé de créer deux univers, un univers d'une femme et de l'autre. C'est peut-être la raison pour laquelle, primo, on ne sait pas ce que ça veut dire les mères, c'est comme s'il n'existait pas. Ne pas avoir un sens du nom, c'est un petit peu comme si dire avoir un nom qui ne veut rien dire, ça veut dire que finalement, ce bonhomme est personne. Il n'y a pas de sens dans ce nom. Ouais. Il n'existe pas. Les autres existent, même dans une mérida par rapport à Hachem, mais il y a quelque chose. Pourquoi ils avaient des enfants du coup alors? Comment? Pourquoi ils avaient des enfants du coup? Alors comment ça a marché? Parce que c'est vrai qu'il y en a une que... apparemment... Les enfants c'est fait pour donner. Quel est l'intérêt d'avoir des enfants si de toute façon c'était des gens qui étaient égoïstes et qui... Il y a peut-être une conscience d'humanité, de perpétuer le modèle de Adam, peut-être. Minimal. C'est pas simplement... C'est pas que des Rechaïm. C'est des personnes qui ont monté un mode de fonctionnement qui s'appelle, voilà, donc... il y a des parties de divertissement, il y a des parties de devoir. Et croire que finalement ce sont deux mondes différents, procès de deux mondes, comme on avait dit la semaine dernière, ouais, misé ou misé. C'est-à-dire que le monde du devoir est lié intrinsèquement au monde du plaisir. Il n'y a pas de deux mondes différents, deux mondes qui s'opposent. Et ben, c'est ça en fait qui se trame chez eux. Maintenant, je peux comprendre pourquoi finalement ne va être mentionné dans l'enfantement que leur femme, Yaval et Yuval. Yaval, donc c'est Ada, et ensuite Sila, ce sont elles qui sont les véritables têtes. Ce sont elles qui mettent en place la suite. Donc c'est comme ça qu'on peut répondre à la question pourquoi finalement, de façon générale, c'est toujours masculin, et d'un coup c'est devenu féminin, parce qu'en fait, le masculin s'est effacé. Les mères s'est effacées. Mais là, c'est-à-dire qu'il y a une des mères qui n'était pas censée enfanter qui a enfanté. Ouais, il y a bizarre, ouais, effectivement. Apparemment, ça n'a pas marché. Accident de contraception. Ouais. C'est ce qui s'est passé, apparemment. C'est une très bonne question, mais j'ai pas vu de Mefarchim qui répondent à cette question. Je posais aussi la même question. Ça ne contredit pas plutôt le commentaire de Rachid que s'il avait enfanté? Non, peut-être que ça n'a pas marché. On lui faisait boire un cos parce qu'elle n'a pas bu. Ouais. Maintenant, ça c'est donc les enfants. Les enfants vont naître, et on a vu tout à l'heure qu'il y a Yaval, Yuval et Tuval Caïn. Yaval, Yuval et Tuval Caïn, tout le monde a remarqué que c'est bizarre, ça rappelle à Salomon, Sliman, ouais, famille de mots. Évidemment, donc on ne va pas laisser les choses en état. Ouais. Il est évident qu'il faut exploiter ici quelque chose. Et on va voir ici naître le modèle par excellence de ce qui s'appelle une société équilibrée. C'est-à-dire, à partir de l'émer, il y a une volonté de recréer à partir de zéro. Et on recrée à partir de trois enfants, Yaval, Yuval et Tuval Caïn, qui chacun vont amener, de par leur profession, une optique économique et presque culturelle d'une vie organisée. Alors tout de suite. Yaval, Yuval, Tuval Caïn, c'est quoi la racine Yaval? Yovel, c'est le jubilé. C'est 50. Mais c'est lié, c'est pas mal. C'est quoi Yivul Nochi? Vous ne connaissez pas les appellations pendant la... Faites le racheter, non? Non, Yivul, c'est la production. Yiboul, c'est... Comment? C'est une production qui vient Même dans les frontières, mais de terres non juives. Il y a ce qu'on appelle le concept de Yivul Nochi pendant la Shemitah. Pardon? C'est en Israël. Ouais. C'est produit en Israël. Donc ça, c'est... C'est des Arabes qui produisent en Israël. Ce sont des terres non juives en Israël. Donc on appelle ça le Yivul Nochi. C'est pas Chutz Laaretz. C'est pas que ça vient de l'extérieur, ça vient d'Israël, mais c'est des champs qui appartiennent aux Goïm, à des non-juifs. Et donc, a priori, il y aurait, comment dire, pas les mêmes notions de Gdusha dans un champ qui appartient à un Goï en Israël. C'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus. Comment? C'est pas tout le monde qui est Évidemment. Non. Ce qui est là où pas tout le monde est d'accord, c'est est-ce que je peux faire un trick qui consiste à vendre mon champ à un Goï pendant la Shemitah en disant il ne m'appartient pas. En faisant ce qu'il n'y ait pas la Gdusha divine dessus. Ça, c'est là-dessus qu'il y a un débat énorme qui s'est. Avec tout le monde est d'accord que si le champ lui appartient en vrai dès le départ. Je ne me rappelle plus, mais la polémique se trouve à ce niveau-là, et ça fait couler beaucoup de temps que Beth Alevi, il y a des grands maîtres de la société. La première des individus, c'est Yaval, Yuval et Tuval Caïn. Je veux dire, un truc assez incroyable. Il va
amener un pshat original de Yaval. Donc Yaval, vous avez compris quoi dans Yaval? Produit. Ou il y a Avi Yoshev Oel ou Mikveh, c'est quoi? Yoshev Oel ou Mikveh? Un berger. C'est un berger! Bah il est avec des troupeaux. Et donc c'est comme? C'est comme? Avel. Avel! Ouais. Caïn, Avel, Avel. Alors, ce à quoi ça c'est le pshat de Rashi. Mais, verset donc numéro 20, mais le Rav va dire que c'est pas pareil, et une nuance essentielle entre le concept de Roetzon, c'est-à-dire faire paître du bétail, c'est-à-dire la profession de Evel, et Yoshev Oel ou Mikveh, un Ish Mikveh, un homme de bétail. Il y a une nuance, nous dit le Rav Hirsch, entre être un Roetzon, un berger qui fait paître les moutons, et être un homme de bétail. Quelle est la nuance entre les deux? Très simple. Pas sortir de Saint-Cyr. Le deuxième, il est plus identifié avec les amis. Pardon? Le deuxième, il s'identifie plus avec les amis. Il est un peu comme. Le deuxième, pourquoi il serait. Qui ça? Non, s'il n'y avait pas OL, oui. Mais... Yoshev Oel ou Mikveh. Que veut dire Yoshev Oel? Il s'assoit. Qui était Yoshev Oel? Yaakov, Yoshev Oelim. Ouais. Il étudie, non? Il étudie. Et Yoshev Oel ou Mikveh. Qu'est-ce qu'on entend par là, Yoshev Oel? Comment? Et dans l'action et dans l'étude. Ouais, il imite, c'est-à-dire qu'il garde ce qu'il a étudié, non? Il arrive à... Alors, sans être dans la parabole de l'étude de la Torah, sans rentrer, mais je dis que Yoshev indique une notion d'étudier. d'être assis. Yeshiva, c'est être assis. C'est une assise. Yoshev Oel ou Mikveh indique que les personnes ne bougent pas comme les bergers. Ils s'occupent du bétail, mais pas de la même façon. Donc en fait, la nuance est très simple. Il y a des professions de bergers qui vont faire paître les moutons, qui passent leur vie avec des électrons libres. Et vous avez ceux qui sont dans le négoce du bétail. Le négoce du bétail. Et vient nous dire ici, Ravid, sur un truc incroyable, la première Yaval, la première profession, c'est finalement le business. La gestion des marchandises. Mikveh, c'est pas que le bétail, mais c'est toutes les acquisitions. Donc on a ce qu'on appelle un businessman. Yaval, le premier. Un deuxième enfant s'appelle Yuval. Et Yuval, nous dit le texte, il était Avikol Tofes Kinor Veugav. Que veut dire Avikol Tofes Kinor? C'est un enfant, Yuval, c'est au passif. Il n'est pas dans la production, faites attention. Yaval, c'est une production, c'est un actif. Yuval, c'est un passif, n'est-ce pas, Michael? Ouais. Maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose de moins actif. Et qu'est-ce qui s'occupe, Yuval? Il s'occupe de quoi? De quoi il s'occupe, pardon? De musique. Ouais, c'est-à-dire que ce monde qui est en train de s'organiser a besoin d'une dimension artistique. L'équilibre d'une société passe pas simplement par la gestion des marchandises, ni par la profession de Tuval Caïn. On va commencer par Tuval Caïn pour mieux comprendre l'aspect de la musique. Vetsila Gamiel Daet Tuval Caïn, qu'est-ce qu'il est? Il était Lotesh Kol Choresh. Nechrosh et Barzel, il était façonné toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer. C'est quoi ça? Ce qu'on appelle le secteur industriel. On transforme la matière, on crée des outils. C'est-à-dire on crée des outils qui vont nous permettre de pouvoir produire. Et faites une remarque qui n'a pas été faite, c'est le seul pour lequel on associe le terme Caïn à son nom. On aurait pu très bien dire, il y avait Yaval, il y avait Yuval, il y avait Tuval. Pourquoi dit Tuval Caïn? Si tu dis l'appel Tuval Caïn, ça veut dire que c'est celui qui ressemble le plus à son père. C'est-à-dire, de la même façon que son père crée des infrastructures pour que les choses se développent, Tuval Caïn crée des outils pour que l'industrie, pour que l'agriculture et tout le reste se développent. Donc on a ici trois secteurs qui sont attrapés au niveau social, au niveau économique. On a le secteur de la... Et encore une fois, il s'agit ici de quelque chose d'éminemment urbain. On ne parle plus d'agriculture. On est avec Yaval dans ce qui s'appelle le business, import-export des marchandises. On est avec Tuval Caïn, la création d'outils, donc c'est vraiment le secteur secondaire, l'industrie.
et qui va te permettre de pouvoir produire et qui va fournir les instruments à l'agriculture. Et tu as, en dernier lieu, Tuval Cain, qui va représenter... Tu peux répéter deux fois Tuval Cain. Pardon, excusez-moi, Tuval Cain. La deuxième, Ouais, c'est on va voir la ensuite dimension Yuval. artistique et Yuval, c'est la dimension artistique. Ou maintenant. Sous-entendu, nous ne pouvons pas construire une société sans culture, c'est-à-dire sans contact avec quelque chose de spirituel. C'est le premier pas vers la recherche de spiritualité. Le monde de la musique, le monde de l'art, vient connecter un individu avec la notion du beau, et le beau, d'une certaine façon, te renvoie à la transcendance. C'est pour ça qu'ils ont les liens qui sont proches ou... C'est pour ça qu'ils ont... Parce que finalement, tout ça procède d'une édification d'une cité. Et tout ça doit déboucher sur Na'ama. Na'ama, que veut dire Na'ama en hébreu? Agréable. Agréable. Ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre vertueux. C'est là, en fait, que se loge, si vous voulez, toute la dimension de construction qui est proposée ici par Rav Hirsch. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout a jailli, faites bien attention, tout a jailli à partir d'un père qui a été damné, Caïn, qui va changer de profession. Il était agriculteur, il va quitter ce monde de l'agriculture pour essayer de créer quelque chose dans un monde beaucoup plus urbain, la ville, il crée la ville. Là-dessus, malgré une cavalcade de descente des enfants avec un effacement de la présence de Dieu, un effacement passif, puis ensuite actif, puis ensuite une mort. Ouais. Rappelez-vous que, comment dire, la phrase d'introduction de Ainsi parlait Zarathustra, c'est Dieu est mort. Ouais, donc il y a une façon, si vous voulez, comment dire, de dépeindre ici un paysage d'apocalypse au niveau spirituel. Et qui, malgré cela, va petit à petit construire, et dans cette construction, un manque au niveau spirituel va apparaître, et ce manque va être finalement, comment dire, rempli par le monde de la musique, le monde de l'harmonie. Mais après, Tuval Cain, il va tuer Cain. On verra. On verra que Tuval Cain va être justement l'apogée d'une société de production qui ne va pas inclure en fin de compte la spiritualité. On verra, on expliquera ça. Mais là, on voit que finalement, ce que vous décrivez, c'est que c'est pas mal, quoi. Ils ont quand même réussi à construire quelque chose ensemble à trois, Ouais. quelque chose qui tient la route. Et... C'est-à-dire qu'il y a une assise, et qui est plus une assise qui appelle à la spiritualité. Alors, donc, il y a quand même Dieu à l'intérieur. Alors, ils sont pas les, à partir de là, ils sont pas les plus loin, peut-être. Ils ont pas. Cette sensibilité artistique ne les a pas amenés plus loin. On verra. Nama, oui. Nama, elle va être fan de c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui émane de cette génération. Qui aurait pu remonter. Qui aurait pu remonter jusqu'à exactement. Ouais, malgré ça. Maintenant, donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Ouais. C'est terrible, c'est-à-dire qu'en descendant, on a la possibilité de faire des choses bien. Exactement. Ouais. Et après, je vous dis ça parce que regardez comment c'est assez intéressant. Nous avons connu, nous aussi, donc on est dans les premières générations de l'humanité, nous avons connu, nous aussi, des phénomènes comme ça. Des phénomènes d'individus qui, venant de nulle part d'un point de vue judaïsme, petit à petit, prennent conscience de la futilité du monde et vont d'un coup avoir une recherche de spiritualité majeure. J'avais un copain, pour rien vous le citer, pour rien vous cacher, j'avais un copain qui était, comment dire, qui a fait passer le bac avec moi, qui était une personne ultra brillante, vraiment ultra brillante. Il a intégré ensuite Polytechnique très rapidement. Et donc on était très, très potes tous les deux, on était ensemble en terminale, ensuite on s'était revus en prépa à Paris. Et comment dire, je me rappelle qu'ensuite, bon, à Polytechnique, il s'est beaucoup assimilé, vraiment beaucoup assimilé. Et sa mère m'avait appelé un jour, elle était catastrophée en disant voilà, j'ai très peur pour mon fils et tout ça. Bon, il n'a jamais, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un bonhomme qui a décidé de faire son alia. Donc il est rentré dans des télécoms en Israël, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et dans l'avion, il a rencontré une juive. Et puis ils ont commencé à être ensemble. Bon. Et un jour, il m'appelle, donc pour toute attente, alors l'histoire est assez incroyable parce que il n'appelle pas du tout parce qu'il m'avait retrouvé, perdu de recherche. Il appelle parce qu'en fait, le CV de mon épouse circulait dans le monde du high-tech. Et il me dit, voilà, écoute, tu vas rigoler, mais je t'appelle pas pour toi, je t'appelle pour ton épouse, je voudrais lui faire un entretien, je vais voir si je peux l'embaucher ou pas. Bref, il avait besoin des compétences de mon épouse au niveau informatique, peu importe. Donc après, on s'est retrouvés, donc lui, il vivait dans le Tel Aviv le plus incroyable, bref. Et le garçon, donc bon, avec sa copine, qui était, comment dire, une gaucho incroyable, supra, anti-religieux, anti-tout, très juif, mais super. Et il a commencé à venir au cours, j'avais un cours comme ça pour des
pour les personnes du high-tech, dans tous les lundis à Hanouna, il commence à venir comme ça, et puis il commence à accrocher. Bon, il venait, et puis petit à petit, de fil en aiguille, on les a invités Shabbat. Et c'était assez marrant parce qu'on les a invités Shabbat à Bnei Brak, on les a invités là-bas. Et ils sont venus évidemment dans un accoutrement pas tout à fait. C'était assez cocasse. Bref, bon. Et de fil en aiguille, des personnes, comment dire, ont commencé à prendre en main et ils ont fait tchouva. Bon, ils sont allés très très loin maintenant, ils sont à Bnei Brak, ils sont complètement à fond dans le système, bref. Mais un jour, il m'a dit à la chose suivante, donc il était très haut placé dans une société de high-tech, vous savez, et il m'a dit qu'il est parti, un déclic qui a été énorme au niveau de la tchouva, c'est qu'il est parti par le comité d'entreprise dans un voyage à Chypre. Ouais, donc c'est classique, c'est-à-dire que Chypre, c'est pas très loin d'Israël, et donc il y a tous les comités d'entreprise offrent comme ça 3-4 jours pour aller s'étendre, le truc classique, on appelle ça comment ça, c'est des voyages de, pardon, Team building. Team building. Ok, super, team building, ouais. Ok, donc macho casé. Bref, et il m'a dit, et ça c'était un déclic, il m'a dit tu as la fine fleur du monde israélien, c'est les tip-top du Technion de Haïfa, les plus grandes universités, des personnes de Harvard. Il m'a dit pendant tout le séjour, qu'est-ce qu'il faisait? Il boursicotait. C'est un moment convivial dans lequel on peut enfin se poser, enfin réfléchir. Il m'a dit c'est un monde de gens qui sont connectés à l'argent non-stop. La fine fleur du monde intellectuel, il dit, et lui en tant que Français, il m'a dit mais tu peux pas vivre dans un monde sans culture. C'est-à-dire que c'est l'absence de culture de ce monde qui l'a amené petit à petit à venir à un cours de Torah. C'était quelles années ça? Il y a des belles années en bourse, mais aujourd'hui je sais pas si c'est ça. Comment? Il y a eu des belles années en bourse, peut-être. Ah 98, 2000. Oui, c'était, attends, je venais de marier exactement 97, exactement 97. Ah, il y avait une bulle, il était tout ça. Bulle, voilà, exactement 97, 98. Aujourd'hui, ils ne sont plus. 2000. C'est sûr que non. Ils jouent Pac-Man maintenant? Non. Et tu vois, dans le trading algorithmique, ils préparent des programmes pour faire du trading automatique. Ils feraient peut-être ça, les gars. Ah, peut-être, ouais. Donc, ouais, et les bonhommes, boum, c'était cette absence de. Il m'a dit, voilà, il m'a pas dit absence de Torah. C'est pas ça qui l'intriguait dans sa vie, ouais. Il dit, mais absence de culture, absence de. Ou même ce dont parle ici le texte. Une société ne peut pas tenir sans la culture, ouais. Et cette culture peut être un prémisse vers le monde spirituel. Ouais. C'est finalement l'expression la plus première du besoin de spiritualité. Ouais, le monde de l'art. Donc voilà un petit peu comment s'organise petit à petit cette société à partir d'une déchéance d'un père, mais qui pourtant va petit à petit recolmater les brèches, essayer de créer quelque chose. Voilà un petit peu ce que l'on peut attraper par rapport à ça.